à tous amis supporters, bienvenue dans la rubrique à Papou, le rendez-vous mensuel des fans des Aigles du Mali. Dans cette première édition de notre rendez-vous mensuel donc sur l'actualité du football malien, nous parlerons du cas Adama Traoré, le phénomène de Wolverhampton qui depuis longtemps fait fantasmer tous les supporters maliens. On parlera ensuite de la situation de Djigui Diarra, le numéro 1 malien au poste du gardien de but, et ses performances des derniers matchs et des conséquences de ces dernières performances sur sa place en sélection. Et enfin, nous couvrirons le tirage au sort du mondial 2022 qui pourrait être un mondial historique pour nos Aigles en cas de qualification. Le cas Adama Traoré. C'est le nouvel épisode de la saga Adama Traoré depuis 2 mois dans la communauté malienne et les fans de foot maliens, avec le joueur qui a été en très grande forme ces 2 derniers mois, surtout au mois de novembre et décembre, où s'il n'était pas le meilleur joueur de la première ligue, il était certainement un des tout meilleurs, avec des prestations de très haut niveau contre Tottenham et surtout contre Manchester City, où il a vraiment été très impressionnant. Maintenant, cette forme a poussé la Fédération malienne de football à reprendre contact avec lui. Il y a eu donc une délégation qui s'est rendue à Wolverhampton pour échanger avec lui. Et il y a eu cette fameuse photo de Adama avec le maillot national du Mali qui a fait beaucoup de bruit et qui a créé beaucoup de confusion, parce que pour le public sportif malien, il venait d'accepter de rejoindre les Aigles du Mali. Et même pour le sélectionneur adjoint du Mali, Fousseyni Diawara, les choses avançaient de façon très positive et il semblait très confiant quant à la décision du joueur. Et à la surprise générale, comme souvent avec lui, il y a eu cette convocation de l'équipe nationale d'Espagne à laquelle il a répondu positivement pour ensuite déclarer forfait pour cause de blessure. Maintenant, blessure officielle ou diplomatique, il est difficile de répondre parce que Adama avait joué 90 minutes plein. Il avait fait un match plein avant de déclarer forfait. Donc on ne sait pas réellement s'il était blessé. Et dernièrement, au mois de janvier, il y a eu cette fameuse interview sur les médias anglais dans laquelle Adama déclare ne pas encore avoir pris une décision entre le Mali et l'Espagne et dit être prêt à répondre à la prochaine sélection espagnole pour aller s'entraîner. Donc c'est un peu confus. Il semble être vraiment un peu confus parce que dans un sens, les dirigeants maliens l'attendent pour le prochain regroupement des Aigles en mars et en même temps il se dit prêt à aller s'entraîner avec l'équipe nationale d'Espagne. Donc la situation à son niveau semble être toujours assez floue. Mais maintenant, au niveau de ses qualités, il est évident qu'il a des qualités de vitesse et d'explosivité qui font de lui un joueur unique. Un peu comme Messi et Ronaldo, il a une caractéristique que j'avais jamais vue au football avant. Je ne le compare pas à ces joueurs-là au niveau de ses performances sur le terrain, mais juste au niveau de son profil de jeu. C'est un joueur qui a un profil de joueur de football américain qu'on ne voit pas au football. Il a une explosivité unique. Un joueur comme Benjamin Mendy, malgré son physique et que ce soit un joueur de très haut niveau, n'avait pas de réponse face à sa puissance dans son match contre Manchester City. Et ses caractéristiques nous donnent vraiment beaucoup d'espoir pour son avenir. Mais maintenant, son potentiel pour moi est difficile à juger parce que déjà son physique, qui n'est pas vraiment quelque chose dont on a l'habitude au football et qui en même temps lui pose problème parce qu'avec sa masse musculaire, il est très peu endurant. Les gens qui suivent ses matchs, je ne dis pas ses résumés, mais ses matchs, se rendent compte qu'il est très peu présent dans le jeu de son équipe. Dès lors qu'il est en position de contre-attaquer où il peut faire parler sa puissance, on sent tout de suite qu'il est très dangereux, mais c'est un joueur qui est très peu visible sur le terrain. Et en plus de cela, il a une palette technique qui est assez limitée. C'est quelqu'un qui permute très peu, qui décroche quasiment jamais pour venir participer à la construction du jeu de son équipe. Et même quand il coupe dans l'axe, il est
très très lent dans ses prises de décision. C'est un joueur qui voit pas rapidement les décalages, qui sert pas ses attaquants dans les intervalles, qui sert rarement son attaquant dans l'intervalle. Et donc pour moi, son jeu en fait est très prévisible, quoi. Il joue toujours très proche de la ligne, il va toujours vers le côté externe pour réaccélérer et centrer. C'est pratiquement ce qu'il fait 80% du temps où il a le ballon. Donc je pense que sa qualité marche pour le style de contre-attaque que Wolverhampton a cette année, et où un joueur de son explosivité est quasiment inarrêtable parce qu'il n'y a pratiquement aucun défenseur qui peut arrêter Adama en 1 contre 1. Donc cette qualité qu'il a le rend vraiment très performant dans ce système de jeu. Mais maintenant, s'il doit évoluer dans une équipe qui est le top 5 anglais par exemple, je ne sais pas trop s'il serait performant, parce que s'il joue avec une équipe qui a une forte possession de balles, les adversaires en général ont des défenses plus regroupées et laisseraient moins d'espace. Donc je ne sais pas s'il arrive à développer son jeu pour pouvoir jouer dans des espaces limités. Et d'ailleurs, on se rend compte que ses meilleurs matchs, il les a fait face à des grosses équipes qui étaient en position offensive et qui cherchaient à prendre le jeu à leur compte. Et avec sa vitesse, il était excessivement dangereux dans les contres, parce que personne ne peut l'arrêter en 1 contre 1. Maintenant, en ce qui concerne son avenir en équipe nationale du Mali, pour moi, ça reste un mystère. Et ça dépendra surtout de la liste de Luis Enrique pour l'Euro. Parce qu'à mon avis, Adama va être indécis encore au mois de mars. Parce que, à mon avis, il attend de voir s'il a vraiment des chances de jouer avec l'Espagne. Et s'il voit qu'il n'a pas assez de chances d'être à l'Euro, il viendra alors jouer avec le Mali. Le poste de gardien de but. Ce poste n'est pas vraiment ouvert à concurrence en sélection, où Djigui a été intronisé titulaire après le fiasco 6-0 au Maroc, qui a été en fait la conclusion de l'ère Alain Giresse en sélection, où à ce moment-là Djigui a remplacé Omar Sissoko au match retour à Bamako pour le match nul 0-0, et où il a été décisif en arrêtant un pénalty marocain. Djigui, il a surtout été connu en sélection malienne dans les catégories de jeunes, en junior, où il a été l'auteur d'une très belle Coupe du Monde en 2015. Par la suite, il n'a pas eu de contrat professionnel en Europe, et il n'a pas été en mesure de jouer au football pendant plusieurs années avec la crise du football malien. Maintenant, sa forme actuelle en sélection, il n'est plus aussi présent qu'avant. Il est beaucoup moins bon. Je pense que l'interruption a joué sur lui et sur sa forme physique, qu'il a dû avoir du mal à se maintenir et à continuer sa progression. Et il a été l'auteur d'une CAN assez moyenne, où il n'a pas été très décisif. Le Mali a encaissé des buts quelquefois évitables, et il ne semble pas être super rassurant. Il n'a pas été super rassurant pendant ce tournoi-là. Il a continué sur le même rythme avec la reprise des éliminatoires de la CAN 2021, avec un match très compliqué face à la Guinée, où il est directement impliqué dans les 2 buts guinéens. Le premier but est une fausse de main, où il redonne le ballon à l'attaquant. Et le deuxième but est juste une sortie catastrophique, qui ne sort même pas. Il y a un centre et un coup franc qui est très proche de sa ligne, où un bon gardien serait sorti pour boxer le ballon ou aller au contact avec l'attaquant pour obtenir un coup franc. Mais Djigui est resté dans son but parce qu'il est trop petit et pas assez costaud pour aller au duel avec les attaquants. Pour toutes ces raisons, et même encore au match à N'Djamena, il a eu ces mêmes problèmes de sortie. En fait, c'est pas nouveau pour Djigui. Djigui ne sort jamais sur les centres. Il a beaucoup de mal à boxer le ballon, ce qui est très dangereux pour une équipe, parce que quand les attaquants se rendent compte de ça, ils vont jouer les corners très proches de lui, ou les coups francs vraiment sur notre gardien, et il y a beaucoup de chances que quelqu'un marque un but parce qu'il sort pas. Il va pas au duel. C'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il est important aujourd'hui de relancer la concurrence au poste et de donner la chance à Samassa. Samassa, c'est un gardien qu'on a connu en 2013 à la CAN, où il avait été plutôt correct au premier tour.
Maintenant, il avait été suspendu et Soumaila a fait une très belle demi-finale, un très bon quart de finale face à l'Afrique du Sud, où il a été une nouvelle fois très décisif sur les pénaltys. Maintenant, Samassa était revenu en demi-finale avec le résultat que tout le monde connaît, qui avait été catastrophique, même s'il est difficile de le blâmer, parce que c'était pas toute la défense était passée à côté, surtout le côté gauche de Tamboura, où Moses passait tout le temps comme dans du beurre et nous a fait beaucoup de mal ce jour-là. Maintenant, il a quitté la sélection lors des éliminatoires de la CAN 2015, lorsque Soumaila est revenu comme titulaire. Donc à partir de là, on n'a plus vraiment vu Samassa en sélection. Il a eu des petites difficultés en club, il n'a pas toujours joué. Et ensuite il a joué, il est revenu progressivement, mais il semblait avoir fait une croix sur la sélection. La sélection aussi semblait faire une croix sur lui. Mais il est revenu, par contre, l'année dernière, lors des éliminatoires de la CAN 2019, et avait participé même à un match amical avec le Mali à Dakar, où il a joué une mi-temps. Maintenant, il a refusé de participer à la CAN parce que il voulait avoir des garanties par rapport à son poste de titulaire, étant donné qu'il était sans contrat. Donc au final, il n'est plus venu à la CAN et il a préféré gérer sa situation contractuelle. Et aujourd'hui, 6 mois plus tard, on peut dire qu'il est à son meilleur niveau. Il est leader du championnat turc et fait des prestations de très très haut niveau avec son club. Et est même meilleur gardien de la phase aller en Turquie. Ce qui est quand même significatif. Ça veut dire que c'est un gardien qui a su être décisif pour son club. Maintenant, à mon avis, il serait bon de donner sa chance à Samassa, parce que déjà le gardien titulaire Djigui n'est pas en forme. Et la vérité, c'est que son physique le limite ses chances de réussite au poste de gardien de but, parce qu'il est trop petit. Djigui, il fait même pas 1m75. Or qu'aujourd'hui, on dit qu'un gardien, la taille normale d'un gardien est 1m90. Donc il est quand même beaucoup plus petit qu'un gardien normal. Et de façon assez significative, 15 cm. Ce qui fait que c'est difficile pour lui d'aller au duel et d'être présent sur les centres. Et c'est une faiblesse qui est très importante dans le football moderne, où les balles arrêtées sont très très décisives dans les matchs. Donc je pense que le Mali gagnera à donner sa chance à Samassa, à le laisser prendre ses automatismes avec ses défenseurs et voir ce que ça va donner sur quelques matchs, pas sur un seul match, mais le laisser jouer 5-6 matchs. On n'a pas de gros enjeux pour l'instant, donc ce serait mieux de le laisser enchaîner un petit peu pour qu'on puisse voir ce qu'il a dans le ventre. Le Mali connaît désormais ses adversaires sur le chemin de Qatar 2022. Ce sera donc l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda que nos vaillants aigles devront éliminer pour se qualifier pour le deuxième tour de ces qualifications pour le mondial qatari. À mon avis, c'est un bon tirage parce que ça fait très très longtemps. Je ne me souviens même pas que le Mali ait déjà été tête de série dans un groupe. Et grâce à la chance quand même, parce qu'on est passé 9e africain en mois de novembre. Et ce qui montre une nouvelle fois toute l'importance des matchs amicaux, parce que c'est le classement FIFA qui nous a permis d'être une tête de série dans ce tirage au sort, et donc d'être l'équipe la plus expérimentée de ce groupe. Mais maintenant, même si le groupe et le tirage reste bon, il faudra beaucoup se méfier de l'Ouganda, qui est une équipe solide, qui m'avait laissé une très belle impression lors de la CAN, et qui a été éliminé en 16e de finale contre nous, apparemment après un match vraiment disputé face au Sénégal. Et c'est une équipe qui domine vraiment sa zone. Ils sont performants dans cette zone de l'Afrique australe. Et il faudra se méfier d'eux et il faudra faire très attention. Maintenant, les autres équipes, que ce soit le Kenya ou le Rwanda, ils ne sont pas tellement présents dans ces compétitions. Donc ça risque d'être un duel à deux, avec une équipe ougandaise qui connaît probablement mieux ses adversaires que nous. Donc ça va être délicat, parce qu'il faudra aller chercher des points à l'extérieur. Et la double confrontation contre l'Ouganda sera très très importante, puisqu'il faudra prendre l'avantage sur eux.
parce qu'en Afrique, c'est le goal average particulier qui compte. Donc, si dans notre confrontation directe avec l'Ouganda, on prend le dessus, on a beaucoup de chances de qualification parce que je ne pense pas que les deux autres adversaires vont peser bien lourd dans cette compétition. Mais on ne sait jamais parce que souvent le Mali a aussi des difficultés face aux adversaires qu'on ne connaît pas. Pour moi, la clé de cette qualification passe d'abord par une qualification rapide pour la CAN, pour nous mettre en confiance, et cela passe par prendre les 6 points face à la Namibie dès le mois de mars dans notre double confrontation. Ensuite, il faudra faire une préparation de qualité pour ces éliminatoires en ayant un bon calendrier, en exploitant au mieux le calendrier FIFA des matchs amicaux, où souvent le Mali ne fait qu'un match quand les autres font un stage et 2 matchs. Donc là, je pense qu'il faudra travailler à ce qu'on puisse vraiment profiter de ces dates-là pour travailler nos automatismes. Et il y a des choix importants qu'il faudra faire en sélection. Je pense notamment à la place de titulaire d'Abdoulaye Diaby, qui n'est plus performant depuis un bon moment avec l'équipe nationale, qui marque très peu, qui est très peu décisif, et même en club. C'est vrai qu'il avait une très grosse blessure avec Bruges, mais dès lors, il n'a jamais totalement récupéré. Il n'a jamais eu son rendement. Ça fait 2-3 ans qu'il n'est pas performant. Il n'était pas très performant l'année dernière au Sporting. Il n'était pas vraiment performant l'année d'avant. En Belgique, il avait marqué en deuxième partie, mais il avait galéré en première partie de saison. Et l'année d'avant, je pense qu'il n'avait pratiquement pas marqué. Cette année aussi, il est très peu décisif au Beşiktaş. Et de l'autre côté, on a un garçon comme Sékou Koïta qui, en très peu de temps de jeu en équipe nationale, a été souvent décisif. Et je pense qu'il mériterait d'être titulaire désormais sur le front de l'attaque avec Djenepo et Moussa Marega pour épauler Moussa Marega. Ensuite, il y a le cas de Djigui Diarra qui, voilà, on en a débattu déjà. Je pense que sa place devrait être remise en jeu et pourquoi pas enfin donner sa chance à Samassa de nous prouver qu'il a bien progressé et qu'il est un gardien du haut niveau qui peut être décisif au Mali. Ensuite, il y a la question des renforts des binationaux. Les premiers choix restent Soumaoro, Abdoulaye Doucouré, Adama Traoré. Mais maintenant, quand est-ce qu'ils viendront? Comment est-ce qu'on aura l'opportunité de pouvoir les tester et voir que les automatismes marchent bien avec le reste du groupe? Il y a beaucoup encore de questions qui demandent des réponses et c'est une clé pour la qualification parce que le renfort de ces 3 joueurs de très très haut niveau permettra à l'équipe d'avoir une autre dimension. Adama Soumaoro peut stabiliser notre défense aux côtés de Mola Wagué, c'est des joueurs d'expérience. Doucouré aussi, c'est un joueur d'expérience qui enchaîne les matchs de première ligue. Et enfin, Adama Traoré n'est plus à présenter avec son explosivité, serait forcément un bon renfort pour nous. Globalement, je pense qu'on a encore des chances de faire quelque chose dans cette éliminatoire. Et il faut qu'on se donne juste les moyens de pouvoir nous qualifier en préparant l'événement au mieux. Ainsi donc se conclut notre émission. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de la rubrique Kapapou. En attendant, vive les aigles du Mali. Au revoir à tous. Merci encore pour votre attention et à très bientôt.